Salut les aventurières, c'est Laure, la fondatrice des Aventurières. Je suis de retour de vacances et j'avais envie de faire cette vidéo, pour être honnête, pour vous utiliser un peu comme cobaye, pour développer une idée qui me trotte dans la tête ces derniers temps, au sujet de la signature émotionnelle, mais aussi du coup le positionnement, la marque, la niche, comment on fait pour trouver ce qu'on fait qui est spécifique à nous, qui nous différencie. Si vous avez lu n'importe quel bouquin de marketing, il commence toujours par vous dire ce qui est important, c'est de comprendre à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu racontes de spécifique. C'est quoi ton, en anglais, ils appellent ça USP, Unique Selling Proposition, ta proposition unique. Qu'est-ce qui fait qu'on va venir chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? C'est la question à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui. Et j'ai fait un truc que j'adore faire. Je me suis fait un petit cadeau. Je suis allée dans une librairie tout à l'heure. Pendant mes vacances, je suis tombée sur un livre absolument exceptionnel que j'ai commencé à lire. J'ai dû lire une cinquantaine ou une centaine de pages et puis j'ai dû m'arrêter parce que je l'ai rendu à la personne à qui il était. C'est le truc qui m'a le plus inspiré de business de toute l'année. Et du coup, je suis allée me l'acheter en français parce que c'est un bon petit pavé et je l'ai fait emballer et je me suis dit je vais l'ouvrir avec vous à la fin de la vidéo pour vous parler aussi de ça. Donc, comment on fait? Pourquoi on galère? Donc, hier, j'étais en train de discuter avec un collègue qui me disait, bah voilà, je fais des posts, je sens que j'ai un peu d'engagement, mais franchement, ça me fait pas des retours en termes de clients. Les gens aiment mes posts, parfois ils commentent, mais j'ai pas de retour en termes de clients nouveaux, de questions qu'on me pose. Il y a pas d'échange en fait. Ça crée pas forcément un échange. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas et j'arrive pas à comprendre comment aller plus en profondeur, comment passer de des posts que les gens trouvent sympas à des posts que les gens ont vraiment activement envie de suivre. Et j'utilisais une analogie pour lui que j'utilisais pour vous. Si vous êtes comme moi, cette histoire de niche, de positionnement, de proposition de valeur unique, etc., ça a été vraiment un cauchemar pour moi. Ça m'a bloqué pendant pas mal de temps parce que je me disais, mon business ne peut pas marcher parce que j'ai pas de niche précise, j'ai pas de valeur unique, de proposition unique de vente. Je sais même pas exactement ce que c'est mon message. Je me souviens très bien d'une période où j'avais des aventuriers qui me disaient, mais on adore tellement ce que tu fais. Et je leur disais, bah, dites-moi ce que je fais alors, parce que moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à mettre des mots et à faire rentrer ça dans une case. Bref, cette histoire est un cauchemar. Jusqu'à ce que je comprenne que le problème était que c'était pas du tout abordé de la bonne façon. Je m'explique. Mon collègue, donc, qui essaye de trouver son positionnement, moi, de l'extérieur, je vois très très bien, je ressens son énergie, je vois quel genre de personne il est, je vois ce qu'il amène de très spécifique dans sa pratique, je vois ce qu'il amène dans son domaine. Et vous avez sans doute, quand vous regardez des concurrents, quand vous regardez d'autres gens, vous voyez hyper spécifiquement ce que eux font et que potentiellement vous faites pas. Et vous pouvez tomber dans un trou de comparaison à ce moment-là en disant, ah mon Dieu, c'est horrible, eux ils ont tout compris et moi pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on cherche un positionnement, une niche, une marque, une signature émotionnelle? On cherche justement, et on cherche avec ça. Or, c'est la même chose que si vous étiez un papillon en train d'essayer d'attraper le papillon que vous êtes. C'est-à-dire que pendant que vous volez, vous vous dites, il faut que j'attrape ce papillon, il faut que je comprenne ce papillon, il faut que je vois ce que c'est que ce papillon, etc. Et donc, vous allez essayer, en tant que papillon, de vous attraper vous-même. Vous pouvez pas, d'abord, vous n'avez pas de bras. Ne me questionnez pas sur la véracité entomologique de ce que je vais dire. Je ne sais pas s'ils ont des petits bras, ils ont des pattes, a priori. Mais vous ne pouvez pas vous attraper en tant que papillon. Vous ne pouvez pas vous disséquer en tant que papillon. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Par contre, si vous voyez passer, j'en sais rien moi, un autre papillon, une musaraigne, un arbre, vous voyez tout de suite ce que cet arbre ou ce que cet animal a de spécial. C'est facile de le voir de l'extérieur. Par contre, de l'intérieur, vous ne le voyez pas. Comment faire pour sortir de ce bordel en fait mental, c'est-à-dire j'essaie de comprendre de l'intérieur ce que moi j'amène de spécifique. Il y a deux façons. La première façon que conseillent à peu près tous les marketeurs sous une forme ou une autre et que conseillent beaucoup de gens dans le business, c'est d'être pragmatique, c'est-à-dire je regarde ce qui se passe sur le marché, de quoi le marché a besoin, si j'ai un centre d'intérêt qui va dans ce sens-là, je vais proposer un service qui va répondre à ce besoin et donc du coup, hop, le besoin match avec l'adéquation et en adéquation avec ce que le marché demande, donc je fais ce que le marché demande et ça marche bien. Ça, d'abord, ça crée des business extrêmement chiants parce que, voilà, comme disait l'inventeur de la voiture, si je vais demander aux gens ce qu'ils voulaient, j'aurais fait une charrette avec plus de roues et plus de chevaux. Et ensuite, parce que ça ne va toujours pas résoudre ce problème de papillon. C'est-à-dire que si le marché a besoin d'une musaraigne, je vais être un papillon qui va se mettre à ramper
à creuser des trous avec ses microscopiques pattes et essayer d'être une musaraigne, ce qui est ridicule. Je vais être une musaraigne pourrie et en plus, je vais être malheureux parce que je ne suis pas du tout fait pour ça. Par contre, ce qu'un papillon sait faire, qu'une musaraigne ne sait pas faire, qu'un arbre ne sait pas faire, il peut le vivre. Quand je suis un papillon, je ne peux pas disséquer le papillon que je suis, je ne peux pas observer le papillon que je suis comme les gens qui l'observent de l'extérieur. Par contre, je peux vivre en tant que papillon. Je peux retourner dans ce qui me correspond, dans ce que je ressens. Ah, je sens que quand je vole, je suis vachement bien. Ah, par contre, je sens que quand j'essaie de creuser des trous, c'est vraiment de la merde. Typiquement, c'est ça le problème. Et c'est ça que je n'ai jamais lu nulle part, que je n'ai jamais vu nulle part, que personne ne raconte, c'est que un business se construit au feeling. Un business se construit au ressenti. Donc, c'est un travail sur soi aussi de construire un business. Vous pouvez construire des business qui sont extraordinairement réussis en faisant semblant d'être autre chose. Bon, là, j'ai pris un exemple d'un papillon et d'une musaraigne. Forcément, ça marche pas très bien. Si vous êtes un papillon et que vous faites passer pour un oiseau, il y a peut-être suffisamment de caractéristiques pour que ça fonctionne. Sauf que vous êtes toujours malheureux parce que au lieu de butiner et de faire des trucs de papillon trop cool, vous faites chier à faire des trucs d'oiseaux qui vous correspondent pas. Si vous vous fiez à vos ressentis, que vous bossez à partir de commencer de vivre en étant vous, vous n'allez jamais pouvoir comprendre, ça c'est le deuil, voilà, vous n'allez jamais pouvoir voir ce que les autres voient de l'extérieur. Vous n'allez jamais pouvoir comprendre ou attraper ce papillon que vous êtes. Par contre, vous pouvez vivre en tant que lui. Vous pouvez offrir ce que vous avez à offrir en tant que le papillon dans cet exemple. Ce qui résout le problème de se faire passer pour autre chose, c'est-à-dire je vais ressentir comment c'est pour moi d'être ce papillon et je vais créer des choses qui vont partir de ça. Parfois, je vais me planter, je vais me rendre compte que je fais un truc qui est pas exactement moi, mais plus le temps va passer, plus je vais sentir quand je fais quelque chose qui s'éloigne et plus plus je vais pouvoir revenir facilement dans un endroit où je peux faire ce que j'ai à faire et m'améliorer. Ce qui m'amène à la très grosse différence entre le bourrinage et l'exigence. L'exigence, et même j'irai plus loin, parce que je vois que Cécile regarde, entre l'exigence et le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ce n'est pas le sens du détail, ça n'est pas le fait de se remettre constamment en question, ça n'est pas le fait de vouloir toujours s'améliorer. Ça, c'est pas du perfectionnisme, c'est de l'exigence, ça. Je regarde à l'intérieur de moi-même, j'aime faire cette chose, j'ai envie de la faire toujours mieux. Si j'ai le sens du détail, on a tous en fait le sens du détail d'une façon ou d'une autre, on regarde juste pas les mêmes détails. Donc quand j'ai de l'exigence avec mon travail et qu'en plus je travaille à un endroit qui me correspond, j'ai de l'exigence dans ce que je sais qui dépend de moi. Et puis après, il y a d'autres gens qui travaillent dans d'autres façons qui peuvent compléter mon travail ou être mes collaborateurs ou créer une équipe ou créer des partenariats, bref. Le perfectionnisme, c'est quoi? Le perfectionnisme, c'est l'illusion, je tire ça de Brené Brown, l'illusion de si je fais tout parfaitement, si j'arrive à créer une espèce de version inexistante de moi-même qui serait parfaite, qui ferait tout parfaitement, je vais échapper à la peur et à l'intensité du rejet, de l'échec et potentiellement de la vulnérabilité. Donc le perfectionnisme, c'est ça. Ça n'est pas du tout la même chose que avoir de l'exigence et avoir envie de s'améliorer dans ce qu'on aime. Le perfectionnisme, il part de l'extérieur. C'est si j'arrive à tout faire parfaitement, peut-être que je vais échapper au jugement des autres, à la vulnérabilité d'être qui je suis et du coup à des potentiels échecs. Évidemment, ça ne marche pas. Mais c'est très important de faire la distinction entre les deux. Parce qu'une fois que j'ai compris que je suis un papillon, une fois que je vis en tant que papillon, que j'exploite tout ce que j'ai à exploiter en tant que papillon, je peux faire des trucs géniaux avec ça. Et je peux avoir de l'exigence, me dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai envie de construire à partir de ces forces qui sont les miennes? Est-ce que j'ai envie de bâtir un royaume des animaux où je vais emmener plein de gens avec moi? Quel genre de leader va être ce papillon? Quel genre de formateur, si j'adore la formation, va être ce papillon? Etc., etc. Vous voyez l'analogie. Ce qui est important et que j'ai envie que vous reteniez de ça parce que je ne vois personne parler de ça et du coup, je vois beaucoup de gens souffrir à cause de ça, c'est que on ne peut pas comprendre mentalement, disséquer qui on est. On ne peut que vivre qui on est, ressentir qui on est et partir de ça pour créer des choses très spécifiques qui nous ressemblent. Encore une fois, des gens vont réussir en n'étant pas eux-mêmes. Donc si on joue le jeu de la comparaison, on peut se comparer à des gens qui réussissent très bien en n'étant pas eux-mêmes ou qui réussissent en étant empêtrés dans des mécanismes d'ego. Donc en fait, on a l'impression que c'est du succès, mais si on regarde de près, c'est de la peur et de la fuite. Bon. Mais ça réunit certains critères extérieurs de succès, donc ça va, tout le monde est content.
Ou alors, on peut choisir de se dire, bah voilà, moi, mon exigence, mon travail, ma spécificité, ça va vraiment être de ressentir, de partir de qui je suis, et à partir de ça, ben, de découvrir comment j'ai envie de progresser. Je vous donne un exemple très concret basé sur mon expérience personnelle, pour le coup. Je suis rentrée de vacances avec plein d'idées, plein d'inspirations, plein de choses que j'avais envie de mettre en place. Donc, je me suis dit, bah, hier, j'ai quelques jours avant la reprise des coachings, je vais aller en terrasse, je vais me mettre dans un endroit joli que je kiffe et je vais prendre des papiers, des stylos de toutes les couleurs, je vais pas prendre mon ordinateur et je vais réfléchir à ma stratégie pour la fin de l'année et à qu'est-ce que ma vision pour les 25 ans, ma stratégie pour la fin de l'année et qu'est-ce que je voulais d'autre? Ah oui, et de quoi j'ai besoin pour fonctionner au meilleur de moi-même. Je me mets à cette terrasse. Déjà, j'ai mal au ventre en arrivant. J'avais déjà tout de suite, j'aurais dû tout de suite savoir que ça n'allait pas marcher ce truc-là. Ouais. J'ai mal au ventre. Bon, je m'assois, je prends un thé glacé, je commence à travailler. Et en fait, je me retrouve à papillonner, je regarde en l'air, je me vois regarder mon téléphone, je pense à autre chose. Ah mince, non, il faut que je me concentre. Non, remets-toi dans son truc. Je déteste en fait travailler comme ça. À chaque fois que je me mets sur une feuille pour seule, en interaction, ça peut marcher. Seule pour réfléchir à des grands sujets philosophiques, ça ne marche jamais. Mais jamais, 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 jamais. Ça ne marche pas comme ça. J'ai plus de chances de trouver ma stratégie à 25 ans en allant faire une balade au parc qu'en étant assis sur une chaise. Et bon, apparemment, des fois, il faut répéter les leçons moult fois pour les comprendre. Donc, je m'assois. J'avais prévu de rester 3 heures. Je suis restée 1h30. Au bout d'une heure et demie, j'avais envie vraiment de tuer quelqu'un ou de me planter une fourchette dans la jambe. Coucou Estelle. Du coup, je pars. Je rentre chez moi, mais j'étais un peu déçue quand même. J'étais déçue, je me dis putain, la rentrée, je reprends dans 4 jours et j'ai pas ma stratégie, j'ai pas ma vision, j'ai pas mes objectifs de fin d'année, comment je vais guider mes actions et tout ça, bon, voilà. Ce matin, je fais une grasse mat de porcasse jusqu'à midi et dans le lit, je commence à lire un bouquin que j'ai vu passer sur un fil Instagram que j'avais acheté il y a longtemps mais que j'avais jamais lu. Je commence à regarder 2-3 pages. La meuf hyper similaire à l'esprit des aventurières et tout, donc je lis ça, je trouve ça pas mal, intéressant. Et boum, je me dresse dans mon lit et je me dis putain mais je prends des feuilles que j'ai collées au mur là. Et donc ce matin, en à peu près, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, j'ai pondu ça. Toute la vision des aventurières, là il y en a pour entre 3-4 ans pour 3 ans pour les plus petits objectifs et puis 10-15 ans, 20 ans pour les plus gros. Et tout était ah mais oui bien sûr, on rentre par cette porte-là ou on rentre par cette porte-là, ensuite on va là, il y a ça qui est en place, il y a ça qui n'existe pas, il y a ça qui doit exister, je me recule, je me dis ok, est-ce qu'en termes de business model ça se tient? Non, il y a trop de choses qui dépendent de mon temps, donc ça veut dire qu'il va falloir imaginer des nouveaux formats, ok, vigilance là-dessus, comment je fais pour faire grossir le chiffre d'affaires sans dépendre uniquement de mon temps? Toutes les questions sont organisées, tout est sorti extrêmement rapidement. C'est des trucs que je mouline en fait depuis quelques temps, qui sont sortis d'un coup. Ensuite, parce que je sais qu'en interaction ça fonctionne mieux, j'ai appelé Cindy pour la prévenir que j'avais une nouvelle vision pour notre équipe, que j'avais besoin d'échanger avec elle brièvement et puis qu'on se cale un rendez-vous pour en parler plus longuement. En fait, on a parlé 2 heures et on s'est calé un autre rendez-vous. Et bref, en rebondissant avec elle, j'ai rajouté les 2 feuilles qui sont de chaque côté. Là, donc ce matin, j'avais fait les 2 grosses feuilles du milieu. Je ne sais pas comment faire. Ah, mon Dieu, c'est impossible. Les 2 grosses feuilles du milieu. Et après, j'ai rajouté de chaque côté un zoom sur un des projets et un début de squelette pour un projet à beaucoup plus long terme, une fondation dans beaucoup plus longtemps. Et du coup, c'est sorti comme ça. Et en parlant avec Cindy, je lui disais, bah, ça, par exemple, c'est un truc sur lequel moi, je vais être très bonne. Là, par contre, ça va être un truc sur lequel je sais qu'il va falloir tel et tel genre de personne parce que moi, je sais pas faire ça. Je n'ai pas envie d'apprendre à faire ça. Moi, mon regard va naturellement se porter sur ces choses-là. Je vais avoir des bonnes idées là-dessus. Je vais être très vigilante à la qualité de ça. Par contre, je sais que je vais pas être vigilante à la qualité de ça. Donc, il faut là que toi, tu regardes si ça te plaît, si ça te correspond ou si on cherche quelqu'un d'autre pour faire ça. Et bref, c'était hyper fluide. C'était très facile de me dire ah tiens ça j'ai envie de le faire, ça j'ai pas envie de le faire, ça j'ai envie de le faire, ça j'ai pas envie de le faire. Ça et à la fin le projet qui est né, la vision qui est née, c'est quelque chose qui a définitivement besoin d'une équipe pour exister, mais ça je le savais depuis quelque temps. Et qui me ressemble. Il y a un moment où je lui ai dit ça va te paraître pas très humble ce que je vais dire, mais ce que je viens de sortir, personne d'autre ne peut le faire.
Personne d'autre ne peut le faire. Je suis 100% persuadée que personne d'autre ne peut réaliser tout ce bordel-là. Tout ce bordel-là, là. Personne ne peut le faire parce que c'est tellement basé sur ce que j'aime, mes forces, le genre de trucs qui m'attirent, le genre de choses que j'aime chez les autres personnes et que j'ai envie d'amener. Et sur une vision que j'ai du business, une vision que j'ai de ce que j'ai envie de créer dans ma vie, une vision de ce que j'ai envie de vivre, que personne d'autre ne peut créer ça, mais pas parce que j'ai regardé le marché, je me suis dit, alors de quoi les gens ont besoin quand ils montent un business? Ah oui, d'accord, ils ont besoin de cours sur ça et sur ça et sur ça. D'abord, ça serait hyper court-termiste parce que de quoi les gens ont besoin aujourd'hui, ok, mais est-ce que c'est ce dont ils auront besoin dans 10 ans? J'en sais rien. Et ensuite, c'est pas moi, je suis pas quelqu'un qui va donner des cours sur comment réussir sur Instagram parce que déjà je m'en fous et parce qu'en plus je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Je pense que la signature émotionnelle, justement, le fait de vivre en tant que papillon et de créer ce que seul un papillon peut créer, c'est beaucoup plus important que de maîtriser toutes les techniques qui existent pour ensuite en faire quoi? Des trucs qui ne vous ressemblent pas, ça n'a aucun sens. Donc voilà, en termes de fonctionnement, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. À l'inverse, d'autres entrepreneurs ne vont pas du tout fonctionner comme ça. Ont besoin de partir 3 jours à la campagne sans connexion Wi-Fi, sans rien, avec des grands panneaux, et ils vont créer une vision comme ça parce qu'ils auront besoin de silence, de solitude. Moi, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, et j'ai besoin ça fonctionne par éclair. Donc, j'ai besoin de dire à mon cerveau, en ce moment, on réfléchit à ça, de laisser le truc se faire, de continuer à vivre ma vie, d'être attentive à ce qui est très intéressant pour moi, d'être attentive à ce dont je me fous. J'ai eu une illumination à propos du business en regardant à la loupe une feuille d'arbre qui était sur ma main et je me suis rendu compte que les motifs sur la feuille de l'arbre faisaient une continuité avec les motifs des pores de ma peau. Et ça m'a juste explosé le cerveau et j'ai ressenti un truc hyper fort et je sais que ça va faire des petits pendant très longtemps, mais je sais même pas ce que ça va être. Mais c'est ça dont j'ai besoin, moi, pour fonctionner correctement. Donc, si je me fie à d'autres modèles, je vais juste essayer de faire des trucs qui ne vont pas me ressembler. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'objectif ou que j'ai pas de vision. Ça veut dire que je vis en étant moi, et plus je suis OK pour vivre en étant moi, plus je suis intransigeante sur le fait que les choses qui sont un petit peu non, c'est non, que les choses qui frottent, les choses qui sont désagréables, les choses qui me questionnent, je vais aller les voir en coaching parce que j'ai envie d'avancer là-dessus. Plus je sais que j'avance vers un business que personne d'autre que moi ne pourra créer. Et donc, il y aura une proposition de valeur unique, mais qui ne sera pas sortie d'un petit jus de cerveau et d'une observation fine du marché ou de je sais pas quoi, mais qui sera sortie du fait d'être moi. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation, que vous avez ce genre de galère avec ce sujet, voilà ce que j'ai à dire. On ne peut pas, en tant que vous, comprendre avec la tête, observer, disséquer et classer ce qui fait votre spécificité. Par contre, vous pouvez être extrêmement intransigeante sur ce que c'est de vivre en étant vous. Allez regarder les mécanismes d'ego qui vont se mettre en travers de ça et qui vont donner une espèce de fausse image parce que y a un intérêt, une loyauté ou peu importe quoi, un sentiment de sécurité qui est lié à une certaine fausse identité. Et du coup, allez de plus en plus vers ce truc qui va être parfaitement vous. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et je vais vous dévoiler. Je vais vous ouvrir mon cadeau. Je vous conseille de faire ça, c'est trop bien. Allez acheter des trucs pour vous-même et dites oui, emballer, c'est pour faire un cadeau. C'est beaucoup trop bien de se faire des cadeaux à soi-même. Donc, je vais ouvrir ce cadeau à moi-même. Il faut être fort bien emballé. Je me demande ce que ça peut être. C'est comme je vous disais, le meilleur bouquin, le bouquin qui m'a le plus inspiré sur le business depuis le début de l'année. Très rigolo, parce que je l'avais repéré il y a 1 an, ce livre en voyage. Je ne l'avais pas acheté parce que c'est un putain de pavé. Ça s'appelle L'invention de la nature de Andrea Wulf. C'est les aventures de ce garçon, Alexander von Humboldt, qui est en fait celui qui a popularisé, inventé, théorisé l'idée que la nature est en fait un tout et qu'il y a un écosystème et que tout est relié à l'intérieur de la nature, que c'est pas juste, ça fonctionne pas juste comme au pif. Les choses sont reliées entre elles. Et aujourd'hui, ça nous paraît évident de voir ça comme ça, mais c'est de lui que ça date, fin 18e siècle, début 19e siècle. Beaucoup de choses précieuses là-dedans. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce qu'en fait, on n'est pas forcément en train de
d'être inspiré par le business quand on lit des bouquins de business. Il y en a plein que je lis que je trouve très intéressants, mais ce que je remarque, c'est qu'ils m'amènent une précision technique sur quelque chose, ils m'amènent une vision sur des choses que je pourrais améliorer dans mon business, des choses que je pourrais faire. Par contre, ils n'amènent pas du tout d'originalité, ils m'amènent pas du tout de découverte de moi-même, ils m'amènent rien d'artistique, c'est très aride en fait. C'est très aride et c'est souvent plus ou moins long terme en fait comme façon de penser. C'est-à-dire que des fois ça va juste être c'est ce qui marche en ce moment, c'est ce qu'on a fait qui a marché. En gros les bouquins de business c'est souvent voilà ce qu'on a fait qui a marché. Par contre vous pouvez aller chercher dans d'autres domaines, de préférence des domaines qui vous passionnent en fait. Moi c'est la nature, je surkiffe, cette meuf écrit extrêmement bien donc c'est un délice de lire son bouquin. Les récits de voyage, j'en ai plutôt rien à foutre, mais il se trouve que bon, là, c'est très très intéressant. Et ma bibliothèque, c'est les 3/4 des bouquins de storytelling, comment créer un monde imaginaire, énorme bouquin d'Harry Potter qui est là-bas sur ma table, avec une choco-grenouille dessus. Des romans ados, j'adore les romans ados. Bref, quasiment que des bouquins sur de la fiction et des trucs comme ça, parce que c'est ce qui me passionne. C'est ça que j'emmènerais sur une île déserte, j'emmènerais pas des livres de business. Alors, Estelle, tu dis, comment tu sais quelle partie de ta vision est à 10 ans, 15 ans, 20 ans c'est pas hyper important en fait ce truc-là parce que de toute façon je sais que ma vision à 20 ans va changer. C'est-à-dire que dans 20 ans il est exclu que ce qui se réalise c'est exactement ce qui est sur le tableau sera forcément différent. Je vais forcément avoir évolué, mes envies vont avoir évolué, ma connaissance de moi va avoir évolué, donc le truc va évoluer avec moi. Donc ce que je fais, c'est que j'imagine le truc le plus grand et le plus fou possible, où je me dis putain mais il faut absolument que ce truc-là existe, j'ai trop envie de, même au-delà de ce truc-là existe, j'ai trop envie de le faire. Et après je redescends sur bon à quoi ça peut ressembler de me mettre en route tout de suite sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est comme ça que je sais. Après, comment je sais que c'est à 10 ou 15 ou 20 ans je sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui arriveront plus tôt, peut-être qu'il y a des choses qui arriveront moins tôt. Ce qui est sûr, c'est que la vision à 20 ans, c'est un truc très grandiose, mais qui a déjà, toutes les graines sont plantées en fait, ou vont être plantées parce que du coup, j'ai de la clarté là-dessus. Et quand je le regarde, c'est hyper excitant pour moi. Donc c'est comme ça que je sais que c'est une vision qui me parle, c'est que c'est juste trop excitant pour moi de voir ça. Et à chaque fois que j'y pense, j'ai des nouvelles idées, ça me donne des nouvelles précisions. Donc c'est très très riche. Voilà, c'est très riche pour moi. C'est comme ça que je sais. Je m'en fous un peu de savoir s'il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Voilà. Fanny, tu dis merde, comme c'est bon de te retrouver. Oh, petit cœur. C'est d'une justesse hallucinante tout ce que tu racontes. J'en ai la larme à l'œil. Cool. C'est bizarre de pas avoir vos réactions. Du coup, c'est vrai que je sais jamais si je suis en train de raconter des trucs parce que on s'est dit waouh, bon, je vais aller faire ma vaisselle plutôt. Et pareil, dans mes inspirations, pour conclure là-dessus et pour rester sur on peut vivre en tant que papillon, même si on ne peut pas comprendre ce que c'est que d'être un papillon, allez chercher, pas cyniquement, genre « Ah, je vais lire ce livre de fiction parce qu'il va vraiment m'inspirer ». Non, on s'en fout de ça. Faites des trucs parce que vous aimez les faire et là-dedans, il y a les graines de tout en fait. Alors moi, après, j'aime bien que tous mes projets soient, qu'il y ait beaucoup de variété, mais que la variété nourrisse un tout. C'est la façon dont je fonctionne, je sais que c'est ça que j'aime. Il y a des gens qui aiment avoir des projets variés, qui sont parallèles, qui vont pas forcément se toucher. Moi, si ça se touche pas, ça m'intéresse pas, ça me saoule en fait. Même. J'ai pas envie d'avoir mon cerveau coupé en deux par 2 projets. Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et dans mes inspirations, quand je regarde ma liste d'inspiration, il y a une entrepreneur. Il y a Flora, donc bon voilà, qui est entrepreneur, qui est quand même une artiste entrepreneur. Il y a 3 coachs, 3 auteurs. Il en manque un d'ailleurs, il manque un comédien et il y a un mec business. Mais en fait, dans mes inspirations, il y en a 2, 4, 6, 8 du coup, parce qu'il en manque un. Il y en a un tiers, c'est des coachs, un tiers, c'est des écrivains, des créateurs, des auteurs et un seul business pur, parce que je mettrais Flora plus dans les artistes business que dans les business. Voilà. Comme bouquin, Terry Pratchett est absolument génial dans la création de l'univers. Voilà, il faut vraiment aller vers des trucs qui vous parlent et faites-vous confiance en fait sur le fait que c'est ce qui nourrit votre univers et votre intérieur, nourrit votre business et ce qui est unique à vous. Ça veut pas dire, moi j'adore les dramas coréens,
Bon, c'est vrai que maintenant c'est moins le cas, mais j'ai vraiment adoré les dramas coréens pendant très longtemps. Je peux pas dire que ça m'a servi à quelque chose dans mon business. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, ah, bah, j'adore les dramas coréens, du coup, je vais faire le business vu par les dramas coréens. J'aurais pu faire ça, mais ça m'a jamais appelé, ça m'a jamais vraiment parlé. Par contre, ça m'a appris des choses dans qu'est-ce qui rend addictif. Ce que j'adore dans les dramas, c'est l'addiction. Et moi, j'adore être addict à un contenu. Quand je cherche mes sources d'inspiration, là, ce matin, on en parlait avec Cindy, je lui disais, pour moi, quelque chose qui t'inspire, quelque chose qu'on peut mettre dans notre fichier ressources et inspiration, c'est un compte Instagram où quand tu vois une image, tu dois cliquer et en voir d'autres. Tu peux pas juste t'arrêter à cette image, la regarder dans ton flux. Je me fous des trucs où on regarde et on se dit « Ah, t'es sympa, t'es pas mal. » Et on s'en fout complètement et on les a oubliés. Et si on n'en voit plus jamais d'autres, on s'en fout complètement. Moi, je veux des trucs où on est addict. J'adore un univers où, bah voilà, Harry Potter, je veux dire, on part au studio Harry Potter, on se retrouve avec une baguette magique, on se retrouve avec un bouquin sur l'histoire d'Harry Potter. Harry Potter, ça fait 15 ans qu'il est dans nos têtes et cet univers n'arrête pas de continuer à s'enrichir. C'est génial. Moi, je veux ça, en fait. Et les dramas coréens, ce qu'ils ont apporté dans ma vie, c'est de voir mon rapport avec cette addiction du contenu. J'adore le suspense, j'adore quand on me suspend à la suite et que j'ai envie de savoir ce qui va se passer et que j'ai envie de découvrir la suite. Donc, est-ce qu'ils m'ont servi très très clairement à quelque chose? Pas forcément. Par contre, ça reste dans mon univers et dans ma jeunesse quelque chose qui m'a nourri. Faites-vous confiance là-dessus, allez chercher. Moi, Terry Pratchett, par exemple, j'ai pas accroché, mais je comprends très bien que l'univers soit hyper riche et que les gens adorent. Mais à nouveau, revenir à soi. Comme tu dis, Fanny, je me barre de moi quand je flippe de ne pas réussir mes projets. Ce sera le sujet de la Love Note de lundi. Cécile, tu dis, on boit tes paroles trop émues par ton retour de vacances, vu que tu es une sorcière cherchée par le ministère. Il fait référence à une photo que j'ai faite au studio Harry Potter. Fanny, je me disais l'autre jour, je suis comme Julia Roberts dans ce film où elle ne sait jamais quelle cuisson d'œuf elle préfère et elle se cale toujours sur ce que préfère son mec. C'est ok aussi de ne pas savoir. Il y a plein de choses que je ne sais pas sur moi et que je ne sais pas sur mon univers. Ce qui est plus important que ça, c'est la décision de fonctionner à partir de soi. C'est la décision de dire, ok, mais maintenant j'arrête de négocier avec ça. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a des endroits où je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas toujours aujourd'hui quelle est la meilleure façon d'organiser mes journées. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'infos, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que quand ça marche pas, ça ne marche pas. Et je ne vais pas me faire croire que ça marche et continuer à faire en sorte d'y aller parce que ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça marche pas, ça ne marche pas. Je teste des choses et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et donc, je suis à l'écoute de ça. Et c'est hyper intéressant parce que ça fait une différence énorme en fait dans le tri de la façon de vivre sa vie. Et c'est pas du tout un choix facile. Mais bon, pour moi, c'est le choix le plus important. Et surtout, est-ce que vous préférez réussir en ayant l'air d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que vous préférez réussir en étant un papillon qui a dû s'acheter une pelle et un truc de spéléo pour faire semblant de creuser des trous comme une putain de musaraigne? Je ne sais pas si les musaraignes creusent des trous comme une taupe. Ou est-ce que vous avez juste envie de kiffer d'être ce que vous êtes, même si c'est pas hyper clair exactement ce que vous êtes capable de faire et jusqu'où ça peut aller aujourd'hui? Ben voilà, moi ça fait 4 ans que j'ai ma boîte, 4 ans et demi. On va dire que ça fait vraiment, ça a été un beau terrain d'exploration, mais ça fait vraiment 1 an et demi que je suis dans une exploration avec ce choix de faire en partant de moi. Bon ben voilà, 1 an et demi pour avoir une vision, pour la première fois de ma vie, une vision de ce que j'ai envie de créer dans 25 ans, qui me ferait ultra kiffer, rêver, et où je me dis, il n'y a que moi qui peux le faire. C'est finalement pas un truc si dingo, quoi. 1 an et demi pour arriver déjà là, c'est trop bien. Ça ne fait qu'augmenter la qualité de ce truc-là. Tac, tac, tac. Plus de petits noms. Plus de petits noms. Hello. Vraiment du talent pour partager en vidéo directe et pour l'écrire aussi, bien sûr. Merci, Anna. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais m'arrêter là et je vais partir profiter de la fin de mes vacances en allant à la mer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, même après le live sur vidéo, si c'est sur YouTube ou sur Facebook, à regarder. Et surtout, abonnez-vous au Love Note, www.lesaventurières.com, pour ne pas rater toute cette incroyable vision à 25 ans qui va se matérialiser sous vos yeux. Ça va être incroyable. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un délicieux week-end.
Vous allez voir qu'avec la vision, il va y avoir aussi beaucoup de contenu, beaucoup de temps pour la création dans mon équilibre de mes journées. Donc, on va se voir souvent. Et je vous souhaite voilà, de profiter à fond et de commencer à vivre comme un papillon au lieu d'essayer de comprendre ce que veut bien foutre ce papillon et comment il pourrait monétiser ses talents de papillon sur le marché.